Salut tout le monde, c'est Enzo Lefebvre, le petit breton que vous avez découvert en Bretagne, à Lorient puis à Rennes. Je suis parti en Italie cet été, à l'AS Roma, pour j'espère tout casser. Et bien sûr comme objectif, les Bleus. Let's go! Cet été, de base, j'avais pas vraiment d'ambition de bouger. Je me sentais bien à Rennes, même si j'avais un peu de mal à me sentir un peu comme chez moi, tu vois. Parce que déjà, sur le début de saison avec Bruno Genesio, ça s'est pas passé vraiment comme prévu parce que j'ai senti que j'avais besoin d'un temps d'adaptation. 2 ou 3 matchs avant qu'il se fasse limoger, ou enfin qu'il décide de partir, je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais je commençais à retrouver mon football, à bien m'intégrer. Au final, on change de coach, c'est Julien Stéphan qui arrive. Je continue sur ma bonne, on va dire, début de saison parce que pour moi, elle a commencé vraiment à cette période-là. Et malheureusement, je me blesse en Coupe de France contre Sochaux. Du coup, ça me remet un frein dans ma saison. Et ensuite, je reviens sur la fin de saison, mais tu vois, j'avais pas vraiment eu la sensation d'être comme chez moi, d'être aimé par les supporters, etc. Ça m'a beaucoup dérangé. Et c'est ce qui a fait aussi que ça m'a pas vraiment dérangé de quitter Rennes cet été. Tu vois, j'ai eu plus de mal à quitter Lorient que Rennes. Et non, on a eu un appel de Flo Gisolfi qui a eu cette opportunité-là de pouvoir rejoindre l'AS Rome cet été. Donc voilà, on a discuté. Je me suis dit que peut-être je m'étais trompé dans mon choix l'année d'avant et que j'avais besoin de quitter un peu ce concombre breton. Donc on a pris la température aussi avec Rennes et voilà, ça s'est fait un peu à la chaux, mais ça s'est fait. Donc voilà. Je sais pas s'ils me connaissaient, je pense que non. Mais quand je suis arrivé, en tout cas, ils ont fait comme s'ils me connaissaient. C'est quelque chose déjà qui te met à l'aise. Et en plus, la première semaine, plutôt bien. Et après, j'ai eu un petit coup de mou parce que déjà, la chaleur, c'était n'importe quoi. Prépa en Italie. Je suis quelqu'un qui aime courir, qui aime faire tout ce que tu veux. Mais la prépa en Italie, elle m'a tué. Donc voilà, après, je pense qu'il y avait aussi la pression parce que là, je passais vraiment un cap. Tu sens que tu es dans un club déjà historique, de fou. Tu fais partie d'un des big clubs européens. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je pense que c'est le nombre de staff. Il y a plus de personnes dans le staff que de joueurs et ça m'a choqué. L'infrastructure du centre d'entraînement, c'est incroyable. Mais par-dessus tout, pour moi, c'est le public. Je sortais même à Rennes, à Lorient. Il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui allaient me reconnaître, mais ici, c'est tout le monde et tu sens que tout le monde vit pour le club. Donc franchement, pour moi, c'est le plus choquant et c'est là où tu vois vraiment la dimension que tu as passé, le cap que tu as passé. La première fois au stade olympique, malheureusement, elle s'est pas déroulée comme je le souhaitais parce que j'étais sur le banc. C'était le 2e match de championnat. Je me rappelle qu'on rentre sur le terrain à l'échauffement et on passe devant les tifosi. C'était une dinguerie. Ça m'a mis des frissons. En fait, tu as vraiment l'impression que tu rentres dans une arène. Tout le monde se prépare à faire la guerre. Ensuite, avant le coup d'envoi, quand les joueurs se serrent la main, tu as les supporters qui ont un chant. Ça m'a mis les frissons direct. Et alors, je peux te dire que moi, j'ai regretté de ne pas être titulaire. Mais voilà, je suis rentré 15 minutes et malheureusement, c'est là où je me blesse au genou sur une frappe. Mais non, franchement, c'était incroyable. Après, maintenant, c'est un peu plus difficile. Les ambiances sont un peu plus difficiles malgré les mauvais résultats. Mais en tout cas, ça me donne envie de faire en sorte de gagner pour leur redonner l'envie d'avoir des ambiances comme ça. Donc j'espère que je vais vraiment me présenter comme il se doit avant la fin de saison et leur montrer que je suis quelqu'un qui peut aider l'équipe à ma manière. Donc voilà. Je me décrirais comme quelqu'un le mot que tout le monde emploie, donc je vais l'employer, de créatif. Voilà, je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur mon instinct aussi, parce que en général, quand je fais de bonnes choses, j'ai pas besoin de réfléchir, ça vient tout seul. Je suis quelqu'un aussi qui a réussi à intégrer dans mon jeu, grâce aux différents coachs que j'ai eus, cette notion de combativité. Je prends énormément de plaisir à défendre, à rentrer dedans dans les duels, à tacler, à récupérer des ballons. Je prends énormément de plaisir aussi à pouvoir combiner dans les petits espaces, à délivrer de très belles passes, à faire avancer le jeu. Tu vois, quand par exemple on se fait presser par une équipe, on se met dans la merde et qu'on me fait la passe, c'est sur un contrôle ou sur une passe, j'arrive à casser tout le pressing. Ça me fait beaucoup kiffer. Mais ça reste une prise de risque en général. Sinon, on va dire un peu moins prise de risque, mais offensivement, c'est la passe dans le contre-pied. Tu regardes à droite, tu fais la passe à gauche, tu fais genre de tirer, au final tu fais la passe. Pour moi, c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Maintenant, il y a les statistiques. C'est un point sur lequel je m'étais beaucoup focalisé durant ma dernière saison au FC Lorient. Et je crois que c'est la saison où j'ai eu le plus de stats. 6 passes, ouais. Mais ouais, c'est surtout les buts. J'avais jamais mis autant de buts en une seule saison, même en jeune, je pense. Il y avait un adjoint à Lorient,
JM, s'il voit cette vidéo, je pense qu'il sera content de la petite dédicace. Il venait tout le temps me voir pour me dire ouais, il faut que tu te fixes des objectifs de but. Donc voilà, je suis quand même patient avec moi, mais c'est vrai que j'ai envie de marquer, j'ai envie de faire des passes D, donc j'espère que ça va venir. Avant qu'il arrive, j'avais vu un truc sur Twitter comme quoi Manu Koné devait rejoindre la Roma. Et je lui envoie un message pour savoir s'il a rejoint. Et je vois pas de réponse pendant toute l'après-midi. Je vois sur le Insta de la Roma officiel, Manu Koné rejoint. Donc je me suis dit, il devait être dans les bureaux, il devait faire sa paperasse. Du coup, directement, je l'appelle sur WhatsApp. Il était avec le survêt de la Roma. Et au final, moi, grave content. J'arrive dans un club, on est déjà beaucoup de milieux de terrain, il ramène encore un milieu de terrain, un Français. Moi, la première chose que je vois, c'est pas du tout la concurrence, c'est justement la complémentarité qu'on pouvait avoir. Donc je me dis voilà, maintenant, va falloir bosser, va falloir montrer que on peut avoir un milieu français à la Roma. Je pense que ça prend peut-être un peu plus de temps pour moi que pour lui. Tant mieux pour lui, c'est quelqu'un qui s'est adapté très vite, dû aussi à, je pense, son fort caractère, sa forte personnalité sur le terrain. Et puis en dehors du terrain, Manu, c'est un mec qui fait rigoler. Un gars qui est grave chiant par contre. Pour ceux qui le connaissent, il n'y a personne qui pourra te dire que c'est pas un mec chiant, mais c'est bon enfant. Et puis il habite à 2 minutes à pied d'ici, donc très proche de lui. Et on a un petit trio avec Evan Ndjika aussi. Mon Enzo, mon doudou, comme on s'appelait au centre de formation. Bon, t'es parti du côté rival, donc t'imagines bien que pour le derby, on va pas se faire de cadeaux, même si je t'aime beaucoup. On se fera des gros câlins après le match, mais pendant le match, ce sera la guerre. Ciao, ciao, doudou, bisous. Ouais, il a raison. Hein. Il a raison. La Dio, la S-Rom, c'est la guerre. Hein. Même si après, on se retrouvera comme deux gars qui ont été formés ensemble, deux gars qui ont été proches, qui sont toujours en contact. Donc, non, ouais, Matteo, top personne. Top joueur. J'ai évolué contre lui aussi quand il était à Marseille. Il a fait, pour moi, Marseille, très représentatif de son caractère. Il allait très bien avec ce club. Il pouvait finir qu'ici, parce que je trouve que les Italiens aussi s'en foutent. Et vu qu'il est complètement barjot, ce mec, il a bien fait de venir ici. Enfin, en fait, c'est comme avec tout le monde. C'est des mecs que t'aimes avoir dans ton équipe, mais que t'aimes pas avoir contre. J'ai l'exemple de Paredes. Quand tu joues contre lui, c'est un calvaire. Et au final, quand je suis arrivé dans le vestiaire, c'est un mec en or, grave gentil, grave ouvert d'esprit, qui discute avec tout le monde. Donc voilà, Matteo, c'est un peu le même cas. Comment je peux imaginer ce duel? Différent des précédents, parce que quand je jouais contre lui, avec lui déjà, j'étais quelqu'un de très très frêle. Les premières fois où je l'ai affronté aussi en Ligue 1, je manquais encore un peu de jus, d'impact. Là, je pense que je peux aller le chatouiller un peu bien comme il se doit. Et j'espère pour lui qu'il ne tombera pas sur un Enzo inspiré ce soir-là, parce qu'il aura du mal. Le premier entretien que j'ai avec le coach De Rossi, on se parle en visio et puis j'accroche direct, tu vois, c'est humainement, pour moi c'est vraiment un point primordial. Avant de me parler terrain, il faut me parler humainement parce que j'ai besoin d'avoir cette attache-là. Et c'est aussi la même chose que j'avais ressenti avec le coach Genesio. Et au final, moi j'étais blessé. Après un début de saison, certes, un petit peu compliqué, mais loin d'être catastrophique. Après, on est la Roma, je sais qu'on a beaucoup d'attentes. On se doit d'avoir des résultats bien meilleurs que ça. Mais voilà, il y avait une émergence aussi de nouveaux joueurs qui venaient d'arriver, qui prenaient place dans le 11. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus patient avec lui, mais surtout, moi, surpris. Très surpris. Je pense que lui-même aussi l'a été parce que son départ a fait beaucoup de pleurs dans le groupe. Après, on a un nouveau coach qui arrive avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de peps, qui, je pense, sur le plan humain, est un peu moins concentré sur ce plan-là que le coach De Rossi. Mais il vient avec des idées claires, un projet de jeu clair à sa manière, qu'il avait déjà pu produire dans différents clubs, notamment au Torino. Et voilà, après ça se passe plutôt bien au départ. Ça a été un peu en dents de scie, des résultats pas forcément à la hauteur des attentes du public, des attentes de la direction du club. Donc voilà, encore un changement de coach, Claudio Ranieri. Pour moi, très grand monsieur, grosse saison aussi avec Leicester, là où il a pu, je pense, montrer toutes ses qualités. C'est quelqu'un qui a déjà coaché aussi à la Roma, il a déjà coaché en France aussi, donc voilà, je pense qu'il y aura un peu moins cette barrière de langue aussi, ça peut être pas mal. Mais après voilà, ça reste un coach à qui il va falloir faire des preuves pour pouvoir jouer, parce que lui il vient dans une phase un peu compliquée, donc il fera pas de cadeaux, il mettra les joueurs qui seront les plus performants, donc il va falloir bosser et être performant pour pouvoir s'imposer.
Je me suis longtemps considéré comme un numéro 10. Après, j'ai été formé tout au long de ma formation dans un 4-4-2. Je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, peut-être, je suis pas le 10 pur. Je suis plus un 8-10, on va dire. Toujours porté vers l'offensive. Je peux aussi évoluer plus bas en tant que 6 aussi. Mais là où je pense que je me plais le plus, c'est vraiment en termes de numéro 8, pouvoir descendre un peu plus. Parce que le vrai 10, il aime bien attendre que les ballons viennent à lui. Et ensuite, c'est à lui de faire le jeu offensivement. Moi, je suis un peu plus pressé que ça. J'aime bien venir chercher les ballons. Après, oui, pour moi, le numéro 10 pur, on en voit de moins en moins. Pour moi, un joueur comme Wirtz, par exemple, qui, pour moi, aurait pu être dans les années précédentes un vrai 10, un pur. Aujourd'hui, tu vois qu'il peut aussi descendre un peu plus bas sur le terrain pour venir chercher les ballons. Je le prends comme exemple parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Pedri aussi, même si on ressent qu'il a parfois un jeu un peu moins porté vers l'offensif que Wirtz, mais dans le style, ça aurait pu être un 10 aussi. Et je pense que voilà, pour performer aujourd'hui, les coachs demandent de moins en moins un 10 pur, parce qu'un 10 pur, c'est peut-être la seule personne qui pouvait ne pas défendre à l'époque. Aujourd'hui, c'est tellement devenu tactique que tout le monde doit défendre. Donc voilà, je pense que le 10 pur, ouais, c'est vrai, il s'efface petit à petit. Donc on gardera des souvenirs des anciens numéros 10, comme les légendes. Quand j'étais petit, je regardais forcément des vidéos de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Au final, je me rendais compte que tout ce qu'ils faisaient comme geste technique, moi, j'arrivais pas à le faire aussi efficace qu'eux, et c'était plutôt un peu du semblant. Mais par contre, ce que j'arrivais à faire, c'était d'être dans l'évitement, sur ma première touche de balle, pouvoir éliminer. Un peu comme Iniesta, un peu comme Xavi, même si Xavi était un peu plus reculé, un peu plus défensif. Iniesta, pour moi, c'est tout. Sa vision de jeu, sa qualité de passe, ses touches de balle quand il conduit le ballon, quand il le contrôle. Sa vision de jeu aussi pour pouvoir faire des 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un seul joueur. J'ai vécu avec le Barça, vraiment le vrai tiki-taka, donc forcément il était une pièce maîtresse dans cette équipe-là, et moi c'est ce qui me faisait kiffer, donc voilà pourquoi Iniesta. J'aurais peut-être aimé porter le numéro 10 à Rennes, mais ça n'a pas été le cas parce qu'à Lorient j'avais le numéro 10 et je l'ai changé en numéro 80 par rapport à la date de naissance de mon père, bon, pour lui rendre hommage avant de quitter le FC Lorient. Et ensuite, en arrivant à Rennes, je suis parti sur un numéro que je pense que je garderai jusqu'à la fin de ma carrière, le numéro 28, parce que le 28 février, ma mère est née et ma femme le 28 octobre. Et comme dirait Manu, 2 + 8, ça fait 10. Son rêve, c'était d'être footballeur pro. Malheureusement, ça a déraillé un peu tôt. Et ensuite, je suis venu au monde. Il m'a donné un ballon, je pense, dès que je suis né. Il m'a acheté des maillots de foot dès que je suis né. Il m'a envoyé à l'entraînement alors que je savais à peine marcher. Enfin, c'est une façon de parler, mais il a tout fait pour que voilà, j'aille dans ce monde-là. Je pense qu'il n'a pas eu vraiment du mal à me lancer là-dedans parce que c'était quelque chose qui était inné en moi aussi. Et je me rappelle, assez jeune quand même, j'ai eu la maturité de lui dire, là où a déraillé le train pour lui, il continuerait pour moi. Et au final, j'ai réussi à gravir les échelons pour pouvoir venir dans le monde professionnel et pouvoir m'épanouir dans ce monde-là. Donc je sais que voilà, je fais ça aussi pour lui parce que il a fait tout son possible pour moi et aussi pour ma mère qui a su me porter sur ses épaules durant son absence. Voilà, je devais avoir entre 5 et 10 ans, la première fois qu'il a été incarcéré. Et moi, ma mère, contrairement à d'autres parents, elle s'est dit que pour me protéger, il fallait qu'elle me dise la vérité. Donc elle m'a dit directement, voilà, il est en prison, donc on ira le voir. Et quand t'es petit, tu dis, ah d'accord. Bon, moi j'étais un peu innocent. Je pense que j'ai dû aller retaper le ballon juste après, tu vois. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des coachs très compréhensifs durant ma préformation et ma formation parce que je loupais les entraînements le mercredi après-midi. Et ensuite, j'ai pu m'arranger aussi pour aller le voir le samedi matin en ayant match le samedi après-midi. Donc les coachs ils me laissaient aussi parfois arriver peut-être 30 minutes en retard au rendez-vous. Ils comprenaient et j'ai même eu un coach qui est venu le voir en prison, Julien Meillac, parce que pour lui c'était important d'apprendre aussi la vie de son joueur. À chaque fois que j'arrivais au parloir, déjà il y avait peut-être 2 ou 3 potes à lui qui passaient derrière et qui tapaient « Oh, le futur ». Donc je savais déjà qu'il parlait beaucoup de moi à l'intérieur. Dès que je venais, moi, il tournait autour de moi. Il y avait mon grand-père ou parfois ma mère. Ils faisaient pas partie de la discussion. On faisait le débrief du match de la semaine dernière et le débrief d'avant-match de la journée. Lui, il vivait vraiment qu'à travers ça. Et après, j'ai réussi à arriver dans le monde professionnel, donc il a pu voir les matchs en direct. Mais là, ça a pris une proportion encore plus parce que du coup, toute la prison se mettait à regarder le match,
Dès que je venais, ça venait me voir, ça me parlait. Je n'étais pas forcément vu comme une star, mais j'étais plus vu comme le fils de Jérémy, par exemple. Le mot star, ça n'a jamais été vraiment dans mon langage. Et c'est pour ça que j'ai fini même ma dernière saison à Lorient par venir faire une visite des mecs qui étaient dans le milieu incarcéral à Pleumeur, dans la même prison que lui. Pendant une après-midi où on a pu échanger, discuter toutes les questions qu'ils avaient par rapport à la vie d'un footballeur. Et moi aussi pouvoir découvrir, je connaissais le cas de mon père, pourquoi il avait été incarcéré, pouvoir découvrir d'autres personnes. Et c'est là où tu te rends compte que, ok, on fait tous des erreurs dans la vie, mais on n'est pas tous des méchants. Moi, c'est surtout ça que je voulais apprendre en plus d'autres personnes. Mon père, il a été en prison déjà pour des petites bêtises de jeunes. Je pourrais pas te citer lesquelles. Mais la plus grosse affaire qui a fait qu'il a fait autant de prison, surtout durant ma formation, c'est qu'il a été de base accusé pour meurtre, qu'il a toujours nié. Lui, ce qu'il avait avoué directement, c'était, je vais dire les termes, c'était recel de cadavre. Recel de cadavre, c'est découper le corps de quelqu'un qui est décédé. Il était très comme ça, vraiment. Pour ses amis, pour sa famille, il aurait pu tout donner. Et il a eu 2 potes à lui qui sont venus le voir un jour en disant qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils avaient tué quelqu'un et qu'il fallait cacher le corps, donc il leur a rendu service. Ces 2 hommes-là, au final, ils se sont retournés contre lui en disant que ça a été lui le tueur, chose qu'il a toujours nié. Et au final, avec les différentes déclarations, etc., ils ont réussi à comprendre que mon père était innocent. Donc il a purgé sa peine pour recel de cadavre. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'a forcément atteint quand j'étais plus jeune, mais c'est surtout à sa dernière sortie. Le monde avait déjà beaucoup évolué. Il est rentré en prison, j'étais un petit de 14 ans, 13 ans. Il est sorti de prison, il est tombé sur un adulte qui gagnait déjà bien sa vie. Un truc hyper con, mais quand il sort, on va au McDo, on est dans le drive, je paye avec mon téléphone. Lui, il pète un plomb, il me dit « mais attends, tu viens de faire quoi là ?» et tout. Donc je lui explique « ouais, maintenant tu peux payer par téléphone, etc. » Mon père, c'est quelqu'un qui avait jamais eu de compte bancaire, qui avait toujours vécu avec du liquide. Donc moi, je prends le temps de lui ouvrir un compte. Dès qu'il sort, en fait, il vient vivre chez moi. Alors les 2 premiers mois, je les passe à 24 avec lui, mais après j'ai besoin de reprendre ma vie aussi, donc je lui prends un appartement en plein centre-ville. Et petit à petit, je commence à entendre des bruits comme quoi il commence à se remettre un peu dans des histoires pas claires. Donc moi, je prends l'initiative d'aller le voir, de lui dire, etc. Et au final, j'ai des mecs qui viennent me voir parce que mon père leur doit de l'argent, etc. Donc voilà, je les paye pour que ça se règle. Et au final, 3 jours après, j'apprends que mon père était décédé, enfin il s'était suicidé pour pas pouvoir payer ces mecs parce qu'il pouvait pas et il voulait pas me demander à moi. Donc voilà, c'est des situations où tu vois, tu te dis ouais, t'aurais pu faire plus, t'aurais pu faire mieux, mais au final, la prison, ça l'a tellement bouffé. Et le fait de sortir et de voir un monde complètement différent, ça doit être tellement dur de se réinstaller dans la vie. Tu vois, il cherchait même un travail, mais c'est des choses qui sont un peu dures. Et moi, je l'ai compris directement, tu vois, je n'en ai jamais voulu. Pour moi, s'il a fait ça, c'est qu'il se sent mieux là-haut. Et j'irai rigoler avec lui plus tard quand je le rejoindrai. Mon plus gros objectif, comme j'ai dit, c'est de porter le maillot des Bleus. Et pourquoi? C'est parce que le premier maillot que j'ai eu quand j'étais plus petit, c'était le maillot des Bleus. Et va savoir pourquoi le maillot de l'Olympique Lyonnais aussi. Tout ça parce qu'il était jaune fluo et que quand t'es petit, t'aimes bien avoir le fluo. Mais le maillot de l'équipe de France, et la phrase de mon père, c'était « Un jour, tu seras le numéro 10 de l'équipe de France ». Lui qui était fan de Zidane. Et moi, j'ai pas envie que ça reste une phrase, une simple phrase comme ça, voilà. J'ai envie de réaliser, parce que je sais que c'est pour lui le but ultime. Bon, le numéro 10, on le laissera, mais au moins d'être en sélection d'équipe de France, c'est le but. Et je pense pour tout footballeur, pouvoir représenter son pays aussi, c'est quelque chose d'important. Donc pour moi, ça l'est encore plus par rapport à mon père.